Allô. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi 8 août 2013, il est 18h05, on sera ensemble jusqu'à 19h05. Je vous rappelle que le concept de l'émission, c'est surperformance, donc on tente de surperformer le CAC 40 sur le long terme. Et pour ça on échange, par écrit ou par audio. Pour participer vous avez le chat écrit, merci Matt d'avoir confirmé que c'était ok au niveau du son et de l'image, ou le chat audio. Donc pour le chat écrit ça se passe en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, et le chat audio, Mumble donc pour vous inscrire, hein, c'est très simple sur le chat écrit, ça prend 2 secondes. Et le chat audio, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Salut à ceux qui sont connectés sur Mumble. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre graphique Alors, 2 petites secondes, déjà je fais mes réglages. Allô. Ok, ça c'est bon. Voilà. On doit me voir. Ok, alors, actuellement, donc on a mis 10 514,20 € de balance avec 10 412 € d'équité. C'est un compte qu'on a commencé le 24 juin avec 10 000 €. Vous pouvez suivre les résultats du compte, vous avez des liens au-dessus et en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Donc pour le moment on surperforme pas le CAC. Le CAC a été vraiment très bon depuis le mois de fin juin. On a pris plus de 8% en juillet je crois. Donc c'était vraiment un très bon mois. Donc pour le moment on fait moins bien que le CAC, mais le but ça va être de surperformer le CAC à long terme. J'ai bon espoir par rapport à ça. On verra ce qu'il en est. Donc actuellement on a beaucoup de positions ouvertes. On a vu hier qu'on en a ouvert plusieurs. 2 petites secondes. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Ouais, donc je disais, on en a ouvert pas mal hier. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a comme position? On a vente sur le dollar face à la livre turque. Achat de VIX. On a de la vente sur l'or, vente sur le Dow Jones, achat sur l'Eurocad, vente du dollar face au yen japonais. Et donc achat du câble. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Donc on a 100 € de perte sur l'ensemble des positions ouvertes. On a quelques positions gagnantes, notamment sur le Dow Jones avec notre vente, notamment sur le dollar face au yen avec notre vente. Et notre achat sur le câble se passe bien également. Ce qui se passe mal, c'est surtout l'or qui perd 100 € actuellement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Salut Bangalter, qui est présent sur Mumble. L'or, voilà, qu'on a ici. Bah voilà, hier on était sur une belle impulsion baissière, et ce jour on a une belle hausse. Donc il faudra faire attention, hein, ça peut être un pullback suite à la cassure de la résistance oblique baissière. Si les acheteurs reviennent, on fermera la position au fur et à mesure. On a déjà prévu nos points de sortie, donc là il n'y a pas de souci. Alors sur les positions, bon, on vient de les prendre la plupart. Sur le câble, on va aller jeter un coup d'œil. Câble, bon, on a une très grosse impulsion hier. Ce jour l'impulsion continue, donc pour le moment on laisse courir. Sur le dollar yen. Dollar yen qu'on a ici, hier on avait une belle impulsion, la préposition, l'impulsion continue, on laisse courir. Sur l'euro face au dollar canadien, on est légèrement perdant. Sur le Dow Jones, Dow Jones qu'on a là, voilà, ce matin on a plutôt monté, ensuite on a largement baissé, là on revient un peu sur nos pas, on a quasi doji ce jour. Pour le moment je laisse courir, hein, l'impulsion de base est toujours présente, on est très haut sur les marchés américains comme on avait pu le voir. Donc pour le moment je laisse courir cette position à la vente sur le Dow Jones. Voilà, c'est les seules positions positives. Après le reste, ça va mal se passer, on fermera au fur et à mesure comme prévu par le scénario mis en place. Donc sur ce, on va aller voir l'ensemble des produits. Malgré micro coupure de son par moment de Zemat. Bon, alors je sais pas si tout le monde a ses coupures de son, mais déjà je vais couper la caméra, je vais couper le ventilateur également parce que peut-être ça gêne au niveau du son. J'espère que ce sera mieux. Si vous avez des soucis, hein, n'hésitez pas à l'indiquer. Ok, ça on avait vu. Alors, donc on va commencer notre revue avec le dollar yen. Alors, le dollar yen, dans quel contexte l'on est? Ici en graphique journalier, dynamique de fond haussière avec dévaluation du yen voulue par la Banque Centrale du Japon. Excès appelant l'excès, cette hausse a été artificielle, dans le sens c'est pas une hausse naturelle de l'offre et la demande, mais liée à une volonté de la Banque Centrale japonaise. Grosse accélération amenant une grosse phase de correction.
On retrace ensuite point 2 très rapidement avec des mouvements assez violents. Les acheteurs reviennent, on marque un quasi pullback. Ensuite, donc on avait plusieurs possibilités de rentrer à la vente. Là, je suis rentré ici grâce à la cassure de précédents plus bas. On est toujours en impulsion, donc laisser courir la vente, ça me semble assez cohérent. On verra si on a des ralentissements sur les précédents plus bas, pourquoi pas sortir, mais c'est pas le cas pour le moment. Euro-Yen, c'est à peu près le même scénario. Pour le moment, il résiste mieux, hein, l'euro-yen, il reste plus bloqué en haut. C'est pour ça que j'ai préféré vendre le dollar-yen. Sinon, c'est la même chose. C'est bien le yen qui mène la danse. Le CAC 40, ce jour, on a une belle journée de hausse. On casse les précédents plus hauts, nettement. Donc là, il faudrait acheter. Cependant, on est vendeur des marchés américains, donc ce serait un peu incohérent. Mais voilà, il ne faut pas inventer les choses. Hein. On casse des précédents plus hauts, on accélère, donc très bien, il faut l'admettre et suivre les impulsions. Ne pas faire le marché à sa sauce. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on casse des précédents plus hauts et que pour le moment, les acheteurs ont toujours la main. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? CAC 40. Dollar face à la livre turque. On a une belle baisse, donc tant mieux pour nous, on était vendeurs. Attends, je veux dire un truc par rapport au CAC, j'ai oublié, c'était quoi? Ah oui, non, faut que je mette à jour quelle performance. Alors, dollar face à la livre turque. Belle baisse, on revient proche du point d'entrée. Le gros avantage qu'on a par rapport à cette vente sur la livre turque qui a été pris un moment suite à notre discussion et donc à l'analyse de Adrien Raymond. Donc là, si je fais CTRL-T, voilà. On a donc une livre turque, pour le moment, on est légèrement négatif, avec 34 € de perte. Mais on a déjà accumulé là les quelques jours, ça va faire 2 semaines qu'on a la position, 8,44 € de swap positif. Donc ça c'est quand même un gros avantage, parce que même si ça se passe mal et qu'on monte, eh bien on prendra du swap, ça réduira largement notre perte. Si ça se passe bien, ça augmentera notre gain. Donc ça c'est vraiment un gros avantage d'être dans le sens du taux d'intérêt pour une devise exotique comme la livre turque. Donc pour le moment je laisse, et si je veux prendre position, je pourrais tout à fait vendre actuellement, parce qu'on est sur une bonne impulsion ce jour. AUD-CAD. Donc sur l'AUD-CAD, on a une dynamique de fond baissière. Là, on a des acheteurs qui reviennent. Bon, il s'agit d'une phase de correction. À la limite, si on veut suivre l'impulsion, attendre que ce mouvement de correction s'essouffle pour entrer à la vente. Hein. Mais là, la dynamique de fond est largement baissière. Le câble, on est acheteur, on suit l'impulsion. Après, j'ai pas plus de conviction que ça. J'ai pris parce que l'impulsion était très forte, mais on est dans une zone de range. Il n'y a pas de tendance franche à long terme. Euro-dollar, on a cassé nettement le triangle dans lequel on était. Bon, bah là, les plus agressifs, enfin ceux qui voulaient jouer pouvaient prendre position en cas de cassure des précédents plus hauts là, et donc de cassure du triangle à 1.3558, 1.3560, on est à 94 là, ça continue à monter, son maintenant c'est rentré un peu en retard, mais pourquoi, même en plus on est juste en dessous de précédent plus haut, donc non il fallait rentrer plus tôt, ou maintenant attendre la cassure de ces précédents plus hauts, pourquoi pas pour jouer le ralliement du haut du triangle, donc de la partie haute de la base du triangle, qui avait été marqué le 1er juillet 2013, février 2013 à 1.37. Donc voilà, pourquoi pas jouer le ralliement des 1.37. L'or, belle hausse. Là, on avait une dynamique de fond qui était clairement baissière sur l'or à long terme. On voit ici qu'on a cassé la résistance oblique baissière. Donc là, on peut marquer une espèce de phase de pullback. Si ce mouvement continue, donc ce serait mauvais pour nous à ce moment-là. C'est pas le moment de vendre. Ceux qui sont résolument acheteurs, pourquoi pas. Voilà. Sur le DAX, on voit qu'on sous-performe par rapport au CAC. Donc là, on ne parle pas du tout à casser les précédents plus haut. Donc pour le moment, on a plutôt un scénario de double top. Hein, par effet de corrélation, acheter le CAC n'est pas recommandé dans ces circonstances. Du côté du dollar face au franc suisse, on est toujours à l'intérieur du range long terme. La dynamique court terme est plutôt baissière, hein, même clairement baissière. On est en impulsion, attention parce qu'on a des zones de support qu'on approche. Donc pas évident, et à mon avis, il y a mieux à faire. Dollar face au dollar canadien, bah, ça montait beaucoup. Ça montait beaucoup. Et puis là, d'un seul coup, on a une très grosse bougie baissière. Grosse bougie baissière à l'intérieur d'une tendance de fond haussière, alors que le support oblique haussier n'est pas remis en question. Pourquoi pas suivre l'impulsion parce qu'elle est très forte, c'est une englobante. Ce serait, voilà, donc ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, il peut y avoir mieux à faire. Mais pourquoi pas suivre l'impulsion, hein, c'est un bon mouvement qui se présente. Donc, voilà, au moins, on rentre dans le même sens que ce que tout le monde a fait aujourd'hui. Donc, c'est pas incohérent que de faire ça. Maintenant, c'est quand même contre la dynamique de fond. Nous, on a déjà beaucoup d'exposition, donc je ne vais pas surexposer. Ce serait une vente du dollar. Alors, je vais voir ce que ça donne par rapport à mes autres prises de position. Je suis acheteur sur le câble. Vendeur du dollar yen. Ici, je passerai donc vendeur de dollars
C'est un peu dans le même sens que le dollar yen. Non, mais ça va m'aller ce que j'ai comme position actuellement. Alors l'argent qui remonte bien, un peu même constat sur l'or, mais là on est dans des évolutions plus serrées. C'est qui me parle là? D'accord. On est dans des évolutions plus serrées. Voilà, les acheteurs viennent de prendre en main rapidement le marché. Non, pas grand chose à dire. On décolle pas, il n'y a pas de tendance franche. C'est pas suffisant pour poursuivre le mouvement. Donc pour le moment, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Pourquoi pas suivre l'impulsion haussière. Encore une fois, c'est pas incohérent que de faire et d'acheter un produit que tout le monde a voulu dans la journée. AUD-USD, dynamique de fond clairement baissière, un peu comme sur le produit relatif au dollar australien qu'on avait vu. Donc là, si les vendeurs, le mouvement de hausse commence à s'essouffler, pourquoi pas rentrer à la vente dans le sens de la dynamique de fond. Euro-livre sterling qui avait beaucoup baissé hier. Ce jour, on a un doji. Donc là, hier, autant c'était cohérent de rentrer. J'ai préféré le câble. Après, j'ai bien fait. Autant aujourd'hui, on voit que ça se calme tout de suite. Donc là, c'est plus très intéressant. On est toujours au sein d'une dynamique de fond haussière, mais on n'est pas parvenu à casser les précédents plus hauts. Si on casse le support, qu'on peut pas shorter, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire. Euro-franc suisse, voilà, pas de mouvement significatif. AUD, GPY, première bougie de correction au sein d'une dynamique de fond baissière. Ceux qui voulaient acheter bas, ça peut être une occasion. Quoi qu'on n'a pas encore une englobante, mais bon, pourquoi pas. Par contre, c'est quand même s'exposer à une forte tendance. Moi, c'est pas du tout mon genre de trading. Hein. Donc, pour ma part, je reste en dehors de ce marché. Sur le Dow Jones, donc on a une position à la vente. Bah, comme tout à l'heure, je disais, hein, c'est cohérent d'être vendeur par rapport à la bougie qu'on a vue ici. Bon, derrière, on voit qu'on a du mal à baisser, hein, concrètement, pour le moment. Mais l'impulsion reste plutôt baissière. On est toujours sous les précédents plus hauts. Donc je laisse courir cette position à la vente. C'est contre-tendance très clairement. Donc là c'est un choix aussi. Hein. Voilà, on verra ce que ça donne. USD HKD. Non, pas de mouvement franc, pas intéressant pour moi. NZD USD, beau mouvement de hausse, mais on n'a plus de tendance franche. La pression de fond reste plutôt baissière. Si on prend à long terme. Là à court terme, on a eu des grosses baisses. Là on a une grosse hausse, donc il n'y a pas de signal ni de direction précise. USA VIX. Donc le VIX basé sur la volatilité relative au S&P, l'indicateur de la peur. Bon, on a une dynamique de fond largement baissière, on a des acheteurs qui reviennent très légèrement. Pas grand chose à signaler. Du côté du Nikkei, belle accélération baissière qui se poursuit pour le moment ce jour. Ouais, ça va m'intéresser. Après, je vais pas faire doublon avec le Dow Jones, mais visiblement on décorrèle un peu du Dow Jones. Donc je vais shorter le Nikkei. Alors je vais voir combien je vais prendre de position. Donc là en prenant avec 0,01. Alors le Nikkei qu'on a ici. Donc là on perd 56 centimes avec 15 points. Et donc moi par exemple, ce que je voudrais aller chercher c'est... Pourquoi pas un ralliement des plus bas de mi-juin. Donc 12 438 points, ça ferait en gros 1000 points. Donc là, si on était à 56 centimes les 15 points, c'est-à-dire qu'on est environ à 70 centimes les 20 points, donc à 3,5, donc 0,35 euros le... Ah merde, oui, les 10 points, 0,35. Donc 0,35 fois 100 pour faire 1000. Donc là, ça nous ferait 35. En général, c'est plutôt de l'ordre de... Donc là, on peut multiplier par 5, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc on va prendre 0,05 lot à la vente sur le Nikkei pour suivre l'impulsion en cours. Voilà. Donc, on a notre position à la vente sur le Nikkei, on suit une belle impulsion, on a cassé les pressions plus bas, donc c'est cohérent pour moi d'être vendeur dans ce contexte. Nikkei, c'est un produit qui a beaucoup bougé par rapport justement aux politiques monétaires de la Fed, de la Bank of Japan. Eh bien, cela veut dire qu'on est dans des périodes de volatilité potentielle importante. Donc très bien, on en profite, c'est ce qu'on cherche avec les impulsions que l'on trade, à tendre la main et à prendre vite donc pour se protéger, à pas trop s'exposer sur le marché. C'est une occasion intéressante qui se présente, donc on la suit.
Ça fait un peu doublon avec la position sur le Dow Jones, pas trop non plus. Voilà. Alors, au niveau de mes points de sortie, je vais essayer de sortir une première partie du trade. Donc un tiers du trade à 14 600, donc au-dessus ici des plus hauts qui ont été marqués le 31 juillet. 14 600 sortira un tiers du trade, un peu plus. Sur 0,02 lot. Buy stop à 14 600. Alors ensuite un second tiers pourra être sorti en cas de cassure des précédents plus hauts qu'on avait marqué le 15 juin. Qui était à 15 050, on va le mettre à 15 100. Oh, même pas en fait. 15 080. Voilà. Et enfin, la dernière partie, on la sortira. Là, j'ai pas d'idée précise. Il va falloir que j'aille voir sur un autre graphique. Après, c'est pas très important dans l'absolu, mais on va aller le voir. De toute façon, là. Merde. Voilà, nickel. Ok, et donc là, ça c'est mon second point de sortie. Non, c'est celui-là. C'était marqué en... Ah mais non, le 23 mai. Bah, les plus hauts du 23 mai, hein, tout simplement. Qui étaient à donc 16 061, on va les mettre à... Oh, 16 100, voilà, le stop loss général par rapport à notre trade, 16 100. Ok. Donc là, on va calculer dans l'absolu ce que l'on risque. Alors, ce que l'on peut gagner, on a vu 175 € si tout se passe bien. Et ah ben voilà, les plus hauts ici. Donc j'ai mis le stop juste au-dessus. Oui, alors il est un peu serré le stop. On va le mettre un tout petit peu plus haut. On va le mettre à 16 120. Voilà. Donc voilà, on sort en 3 fois et ça se passe mal. Et on a des stop loss cohérents. Donc voilà, 175 €, ça fera environ 1,5% de profit par rapport à notre capital. Ce que l'on risque, eh bien là on est donc à 0,35. Non, on est à 0,35 x 5, ça fait combien? 5 égale 1,75 divisé par 10. Voilà, donc on a 17 centimes du point. 17,5 centimes, on va dire 17 centimes. On va dire 18 centimes plutôt pour arrondir au-dessus. Donc 18 centimes, notre premier stop est à... donc 15 080. Donc on est 15 080, on perdrait à ce moment-là environ 1500 points. Donc 1500 fois 0... Ah merde, non, je me trompe. C'est 14 600, voilà, donc on perdrait 1000 points, voilà. Donc ça ferait 1000 fois 0,175 égale, donc ouais, voilà, 175 divisé par 3. Alors, il y avait Marc qui me parlait. Donc 58 € de perte sur le premier stop loss touché. Le deuxième, donc qui est à 15 080, à ce moment-là, on perdrait
Donc alors 58, je retiens. 58, le deuxième, donc on perdrait 1500. Donc 1500 fois 0,175 divisé par 3, 87, donc plus 58, 145. Et enfin sur le dernier trade, on serait donc on serait plus à 17 centimes du point, mais à divisé par 5, donc 0,175. Et donc là, on sera à une perte de 13 553. Le stop loss à 16 120. Ça nous fait 2500. Ça ferait 87. Alors je sais plus combien on était. Je crois qu'on était à 150. On va dire 150. Plus 150. Même pas. 237, voilà. En tout cas, on est dans les clous. On sait qu'au maximum, j'ai plus le chiffre exact, donc c'est pas la vérité, mais je crois que c'est plutôt moins que ça que plus que ça, donc c'est bon. Voilà, au maximum 2,3% de perte par rapport à Straight, si c'est le scénario catastrophe qui se produit, c'est-à-dire qu'on va chercher tous nos stop loss. Avec un stop loss maximum, enfin vraiment le dernier point de sortie qui est à 2500 points l'écho actuel, ce qui se fait pas en général en quelques jours. On peut, s'il y a des nouvelles particulièrement importantes, mais normalement c'est plutôt quelque chose qui se mettrait sur le long terme, donc on le verrait arriver, etc. En revanche, si ça se passe bien et que ça accélère, eh bien on pourrait rapidement prendre notre bénéfice donc dans la zone des 12 400, soit à 1000 points environ des cours actuels. Si on voit que ça commence à ralentir, on prend le bénéfice. Si ça arrive à fond et qu'on ne décélère pas, on laisse courir. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir des bonnes surprises, puisque ça peut arriver aussi, même s'il y a des signes noirs, il y a aussi des signes blancs, c'est-à-dire des scénarios exceptionnellement positifs. Et l'idée, c'est de se protéger contre les signes noirs, mais de profiter quand même des signes blancs, donc des événements exceptionnels positifs. Voilà, ils arriveront régulièrement. Pas forcément s'y attendre des incorporer dans ces prévisions de base, mais savoir que ça peut exister. Voilà, donc en tout cas si je prends mon bénéfice, voilà, 1000 points, ça ferait 75 €, donc 1,75%, qui me semble assez probable. Après, je n'ai pas de certitude, bien sûr, mais en tout cas, je rentre dans le même sens que le mouvement en cours. Ça fait 2 jours que les investisseurs réclament le même produit, c'est-à-dire vendre du Nikkei. Donc il y a peu de chances pour que demain tout le monde veuille en racheter, mais ça peut arriver, on l'a vu il y a quelques jours. On est dans un marché qui est assez volatile, qui est le Nikkei, qui a pas mal bougé ces derniers temps par rapport aux politiques monétaires annoncées par la Banque du Japon. Donc voilà, je rentre dans ce contexte, j'ai tout prévu. Alors, quand vous m'entendez à chaque fois faire les calculs, etc., ça peut vous paraître chiant, mais en vérité, c'est ça aussi le trading, hein, c'est prévoir son risque, savoir ce que l'on fait. Et en fait, c'est très utile, parce que pour le moment, si vous regardez le suivi de mon compte, peut-être qu'il n'est pas impressionnant, donc ça peut paraître ennuyeux, etc. Mais voilà, moi je suis maintenant vraiment dans une optique de gagner de l'argent à long terme. Alors ici, il s'agit de compte démo, hein, donc c'est paradoxal de dire ça. Mais voilà, moi là, récemment, vous savez, j'ai acheté mon appartement. Donc c'est important, ça par contre, de changer l'argent qu'on peut avoir sur des comptes de trading, des choses comme ça, en bien réel. Et c'est vrai que maintenant, mon réel objectif, c'est l'argent, quoi. C'est plus l'adrénaline ou essayer de chercher à avoir la meilleure stratégie, etc. Ça, c'est en fait utile et il faut le faire, cette recherche, mais c'est plus mon but direct. Maintenant, mon but, c'est vraiment le capital, le protéger et le faire progresser à terme. Donc, avoir une logique intéressante et cohérente, avec pour but de gagner de l'argent en protégeant au maximum mon capital. Actuellement, on voit sur ce compte qu'on a un drawdown maximal de 2,28%. C'est-à-dire que même au niveau des positions ouvertes extérieures, on a 2,28%. Moi, j'accepterais un drawdown maximal de 15-20%, ce qui est vraiment beaucoup, hein. Mais ce sera vraiment un drawdown maximal. Donc là pour le moment on est très loin, c'est respecté, donc pour le moment on prend 5,14% avec un risque minime, tant mieux, pourvu que ça dure. On voit voilà l'évolution de la balance, donc ça se passe bien, l'équité qui suit de près, même si pour le moment elle est plutôt négative. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Actuellement sur les 3 mois, on a fait donc de vie du compte 5,04% en juin, on a perdu 1,46% en juillet, alors que le CAC a beaucoup monté, et on a gagné pour le moment 1,58% en août, donc tant mieux, pourvu que ça dure, et je continue à travailler sérieusement. Actuellement, on a un facteur de profit de 3,42, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez suivre tout ça, hein, comme je vous l'ai dit. Ok, donc on va enchaîner, alors avec les derniers actifs.
Pétrole, peut être intéressant à la vente, hein, au même titre que le dollar yen. Cependant, on se met contre une dynamique de fond haussière. Donc, bon, je suis pas fan. USD ZAR, pas des plus intéressants. C'est bien le dollar qui baisse. Sur le Nasdaq, ben, on monte bien. Sur le S&P, on monte légèrement. EURCAD qu'on a acheté hier, pour le moment, on est négatif avec des vendeurs qui tendent à revenir plutôt. Donc bon, pour le moment, position plutôt négative. Ceci dit, on reprend appui au-dessus des précédents plus hauts, donc on est toujours en impulsion. Ça peut être simplement une prise d'appui au sein d'une dynamique de fond et d'une impulsion haussière, donc pas de problème majeur. Il y avait une analyse intéressante de DailyFX et notamment de Vincent Gann sur le gaz. On ira voir ça peut-être tout à l'heure. Alors, Matt qui disait, là je fais du scalping, si tu peux nous en dire plus, Matt, n'hésite pas à nous en dire plus. Je pense que c'est le but du trader, gagner de l'argent. Tout à fait, oui, bah, moi aussi, je pense, et tout le monde le pense. Après, ce qu'il y a, c'est que parfois, concrètement, on va pas dans le même sens que ce que l'on pense. Parfois, on pense plus à assouvir ses besoins d'adrénaline ou à travailler, pour justifier, donc c'est-à-dire prendre plein de positions, être tout le temps sur le marché, etc. Qui n'est pas forcément la meilleure logique à avoir. En tout cas, pour gagner de l'argent à terme. Matt qui disait, j'ai mis la qualité basse, ça va mieux, ok. Donc ça, on a vu, n'hésitez pas à participer hein, via le chat écrit ou via le Mumble. Alors, Bangalter. Est-ce que vous avez les positions, Liva et Bangalter, là, sur le Mumble? Alors, on va aller voir un peu ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, 18h32, là. Donc, on a du temps. On va aller du côté de Romandie, voir ce qui s'est dit en salle de marché par rapport à l'évolution de ces jours. Romandie, très bon site d'information, je vous laisse le lien pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Voilà, je l'ai mis sur le chat écrit. Ouais, je viens de prendre une vente sur le dos là, c'est tendu. Ok, t'es rentré sur quel critère à la vente sur le Dow Jones là? Là, retracement 50%, 60% du dernier swing baissé là, depuis l'ouverture. Et avec d'autres zones de confluence. D'accord. Faut voir ce que ça donne. Moi je suis vendeur sur le Dow Jones hein, également. Toi t'es vendeur quoi? Intraday ou tu penses que c'est quoi en swing? Intra. D'accord. Et tu vises combien là sur ce short? Là, dans un premier temps, 50% du swing haussier qu'il y a eu. Mais là, ça a l'air de monter, là, je pense que ça va être mort, quoi. J'ai un stop vers 80. D'accord, ok. Donc là on voit hein, une accélération assez franche. Donc la dynamique de fond était clairement baissière. Ici je me suis mis en graphique 1 minute, hein, je précise sur le Dow Jones. Et là on a des vendeurs qui sont fait un peu ramasser à la petite cuillère. Les acheteurs sont revenus très franchement. Voilà, on va voir par la suite ce que ça donne. Bon, alors, oui, 2 trades de gain, 10 maths pour l'instant avec la méthode de Benoît, donc Benoît Rousseau du site anil.com, donc vous pouvez retrouver l'interview dans le menu de gauche. Télévision, le pétrole recule, l'abondance d'offres pèse. Devise, l'euro progresse face au dollar dans un marché calme. On lit ce qui se passe par rapport à l'euro-dollar. Donc, l'euro montait face au dollar jeudi, aidé par un bon indicateur allemand, mais le marché restait tout de même calme en l'absence de nouvelles spéculations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3391 $ contre 1,3334 $ mercredi à 21h GMT. Jeudi vers 14h15 GMT, l'euro est monté à 1,3395 $, son plus haut niveau en 7 semaines. La monnaie unique européenne restait presque stable face à la devise nippone à 128,51 yens après être tombée vers 6h45 GMT à 128,22 yens, son plus bas niveau en un mois contre 128,55 yens mercredi soir. La Banque du Japon, la BOJ, a maintenu jeudi sa politique d'assouplissement monétaire qui vise à sortir le pays de la déflation d'ici à 2 ans. Le dollar perdait du terrain face au yen à 95,95 yens après avoir atteint vers 14h45 GMT 95,81 yens
au plus bas depuis 7 semaines contre 96,39 yens mercredi. Les marchés ont été ballottés mercredi par des spéculations sur la diminution des rachats d'actifs de la Fed NDLR, mais ils sont plutôt calmes jeudi, observait Anita Paluch, analyste chez Gecko Markets. En effet, les cambistes avaient spéculé de nouveau mercredi sur une éventuelle diminution prochaine des mesures de soutien de la Fed à l'économie des États-Unis, après des propos en ce sens de plusieurs responsables de l'institution lundi et mardi. Ces mesures, qui se traduisent notamment par des injections massives de liquidités dans le système financier américain, à hauteur de 85 milliards de dollars par mois, ont pour effet de diluer la valeur du billet vert. A l'inverse, la perspective d'une diminution de ces injections a pour effet de revigorer le dollar. Sandra Pianalto, présidente de l'antenne de Cleveland, Midwest des États-Unis, de la Fed, a pour sa part estimé mercredi que le chômage demeurait préoccupant aux États-Unis et qu'une politique monétaire ultra accommodante était encore nécessaire pour soutenir la reprise de la première économie mondiale. Les cambistes digéraient jeudi la légère hausse moins marquée qu'attendue des nouvelles demandes d'allocation chômage lors de la semaine achevée le 3 août. Voilà. Le pétrole recule, l'abondance pèse sur l'offre. Bourse de Paris finit dans le vert au plus haut de l'année en clôture. On va lire ça. La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, plus 0,64%, et a atteint son plus haut niveau de l'année en clôture dans un marché une nouvelle fois peu actif et privé de nouvelles économiques majeures. L'indice CAC 40 a pris 25,83 points à 4064,32 points dans un volume d'échange très faible de 1,090 milliards d'euros. La veille, il avait gagné 0,15%. Parmi les autres marchés européens, Francfort a pris 0,70% et Londres 0,28%. Par ailleurs, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,80%. Le marché parisien signe un nouveau plus haut de 2013, effaçant son précédent record du 28 mai et revenant à son niveau du 3 mai 2011, 4096,84 points. Il n'a toutefois pas encore dépassé son sommet de l'année en séance qui s'établit à 4072,24 points. C'est un marché technique sans actualité et sans grande idée directrice, remarque Frédéric Rosier, gérant chez Mescart Gestion Privée. Toute la question est de savoir si le marché peut dépasser le seuil des 4070 points. Pour l'instant, il s'en approche, mais en hésitant, faute de catalyseur, ajoute-t-il. Le CAC 40 n'était pas aidé par le marché américain qui calme le jeu après avoir battu record sur record selon M. Rosier. Wall Street évoluait en baisse jeudi après déjà 3 jours de repli. Il peut réagir par ailleurs à la légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage de la semaine passée aux États-Unis. Le marché parisien a toutefois été soutenu en début de séance par les chiffres meilleurs qu'attendus du commerce extérieur chinois pour juillet. Cet indicateur a bien porté le marché parisien, souligne Andrea Tueni, analyste à Saxo Bank, en notant que ces chiffres sont encourageants au regard des craintes du marché liées au ralentissement économique dans le pays. L'optimisme n'a pas été entamé malgré les propos de certains responsables de la Fed dans un marché qui reste calme, avec peu de flux et de volume et pas vraiment animé en raison de la pauvreté de l'agenda macroéconomique selon M. Tueni. 3 responsables de la Banque centrale des États-Unis ont suggéré cette semaine que l'institution pourrait mettre un frein à ce programme dès septembre si les données économiques continuaient de s'améliorer. Voilà ce qu'on avait vu. Cherchant 2-3 points. Ok, donc Matt qui indique qu'il avait utilisé la méthode de scalping de Benoît Rousseau. On va préciser ce qui s'était passé ces derniers jours. Ça, on avait vu. Wall Street tente de reprendre son élan après 3 séances de baisse. On va lire également le point sur Wall Street. Wall Street oscillait entre pertes et profits jeudi à mi-séance, tentant de reprendre son élan après 3 séances consécutives de baisse. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 19,65 points à 15 451,02 points et le Nasdaq à dominante technologique avançait de 13,26 points à 3667,27 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 s'appréciait de 0,10%, plus 1,62 points.
à 1692,53 points. Après avoir atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, la place financière new-yorkaise s'est affichée dans le rouge au cours des 3 dernières journées. Elle peinait jeudi à trouver un élément qui permettant de reprendre sa course au record. Les indicateurs macroéconomiques ne suffisent pas à faire bouger le marché. La séance est surtout marquée par la trajectoire de quelques titres particuliers, selon Alan Skrinka de Cornerstone Wealth Management. L'optimisme des investisseurs avait pourtant dans un premier temps été alimenté par de très bons chiffres publiés par Pékin. La Chine, deuxième économie mondiale, a fait état jeudi matin d'un net rebond de ses échanges commerciaux en juillet, après plusieurs mois de baisse de ses importations et de ralentissement de ses exportations. Autre indicateur de bon augure, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, qui ont légèrement augmenté la semaine dernière, mais moins que ce à quoi s'attendaient les analystes. Voilà donc ce qu'on peut voir. Londres, le FTSE profite du commerce chinois. Énergie, Chypre, la Grèce et Israël signent un protocole d'accord. JP Morgan visé par une enquête pénale sur les produits hypothécaires. Grèce, nouveau record de chômage en mai avec un taux de 27,6%. Inde, la Banque centrale annonce des mesures pour soutenir la roupie. Affaire Cahuzac, l'ex-banquier Condin Gerbier reste en détention. Kenya. Installation pour lancer l'enquête. Bon voilà. Voilà les grosses nouvelles du jour. Alors au niveau des chiffres macroéconomiques qui sont tombés ce jour, on va du côté de forexfactory.com. Pareil, je vous laisse le lien pour ces bons sites d'information pour ceux qui découvrent peut-être le trading ou la finance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc les chiffres du chômage américain qui sont tombés à 333 000 au lieu de 336 000 attendus. Chiffres précédents ont été revus de 326 000 à 328 000, donc pas de surprise, pas d'importance. Conférence de la presse de la Bosch, c'était ce matin. On a eu le rapport de la politique monétaire japonaise également cette nuit, qui a eu plutôt un impact haussier sur le yen. On a eu des chiffres à l'économie australienne, donc les chiffres de l'emploi australien, moins 10,2, donc ça c'est mauvais, milliers. Hein. Et les chiffres du chômage, plus 5,7%. Les chiffres, les comptes courants du Japon qui ont été moins bons qu'attendus. Alors demain, qu'est-ce qu'on aura d'important? Donc demain, dernier jour de la semaine, on aura l'indice, le rapport monétaire par rapport à la Banque centrale australienne, CNI, je sais plus ce que c'est. On aura l'indice CPI et on aura quelques nouvelles d'importance moyenne par rapport à l'Europe. On aura des gros chiffres par rapport à l'économie canadienne, donc les chiffres de l'emploi et les chiffres du chômage canadien demain. Voilà, les quelques grosses news à surveiller. Bon ben, on a fait l'essentiel de notre travail, depuis c'est bon. Pardon. On a fait l'essentiel de notre travail, 18h43. Donc on a nos positions en cours. Là actuellement on a des acheteurs qui sont bien revenus sur le Dow Jones, qui nous fait assez souffrir. Actuellement on a 230 € de perte en cours sur l'ensemble de nos positions vertes. On en a beaucoup, hein, parce qu'on a 8 positions vertes actuellement. Donc Necté qui est à 10 286 €. Bon, il n'y a pas de problème, en ce sens où on a pris des décisions cohérentes. On va voir maintenant ce que ça donne. Et eh bien on gère. Les possibilités de perte sont prévues et sont incorporées à nos plans de trading et au scénario qu'on fixe sur chaque prise de position. Donc voilà, par rapport au compte, là pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Les choix ont été faits et on fera le point demain pour voir éventuellement si on coupe ou si on reprend des trades. Alors reprendre ça va faire un peu beaucoup, mais si on doit couper les choses, modifier les choses, etc. Par rapport au money management, etc. Donc qu'est-ce qu'on va aller regarder? Bien, on va aller regarder ce qui se dit sur les blogs. Alors du côté de Enlil, est-ce qu'il y a des réactions? Crash de l'Union Générale de 1882. L'impact des réseaux sociaux sur les entreprises a-t-il un rôle essentiel sur leur image? C'est pas nous intéresser directement. Du côté de Margin Call, Danse avec les requins quand Soros s'invite au festin, ça on avait vu également. Et enfin du côté du biais du trader. Non, toujours pas de nouveaux articles. Donc en ce moment les blogueurs sont un peu en vacances, ça peut se comprendre.
Alors, du coup, on va aller voir les vidéos intéressantes, et il y en a, donc c'est pas un souci. Donc, vidéos d'actualité. Eolia. Salut Eolia, qui nous a rejoint sur Mumble. N'hésitez pas à participer. Alors, salut de Parisien, d'accord. Le CAC à 4500 d'ici la fin de l'année. Olivier Angers dans Intégral Placement. On écoute ce point qui était tout à l'heure sur BFM Business. On écoute le point de vue d'Olivier Angers. Je sais plus pour qui il travaille, mais il est assez connu, Olivier Angers. Le site olivierangers.com, mais il était connu d'autre part. Lisez plus, payez moins, toutabeau.com, vos abonnements à prix malin. Tout à beau. Puis on écoute ça. Guillaume Paul, sur BFM Business. Avec un marché parisien qui commence à décoller doucement mais sûrement, plus 0,4%. Voyez-vous ça, 4055 points de ce marché, des marchés américains, des grands dossiers de la rentrée. Vous avez compris la tendance, on révise un petit peu, on sort nos cahiers de vacances, en l'occurrence en ce début de mois d'août, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Et Dieu sait si les sujets de préoccupation seront nombreux à la rentrée. Olivier Angers avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Le site olivierangers.com. Bon, ce marché qui se traîne, c'est calme, c'est très calme, c'est trop calme même, on a envie de dire Olivier. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le mois d'août. Oui. Mais on est habitué parce qu'on n'a pas connu des mois d'août Mais c'est pas toujours. C'est un peu ou tout l'un ou tout l'autre en fait. Donc là, c'est plutôt tout dans le sens du calme. En fait, les marchés sont techniquement coincés. Ils ont bien monté magnifiquement en juin, juillet. Tout le monde se dit il y a peut-être matière à faire une correction parce que ça a beaucoup monté, donc ça c'est un réflexe un peu naturel. Et puis la correction en fait elle vient pas parce que pour le moment il n'y a pas d'éléments qui puissent la justifier véritablement, au contraire. L'autre côté ça a beaucoup monté, il n'y a pas beaucoup de volume, donc de là à passer des niveaux de résistance qu'on a marqués là récemment, 4080 sur le CAC, c'est un niveau qui est très compliqué et qui serait vraiment une charnière vers quelque chose, vers un appel d'air beaucoup plus haut, sans doute 4300, peut-être même 4500. Donc d'ici de là. la fin de l'année ? Oui, d'ici fin de l'année, pourquoi pas. C'est votre scénario ? Oui, moi je dirais d'ici fin d'année, 4003 minimum, peut-être 4005. À mon avis, oui. Graphiquement, c'est comme ça que je le vois. Ce qui nous fait encore, oui, je calcule la vue de nez, encore 10% de potentiellement de hausse. Oui, je verrais bien à peu près, oui. Enfin, ce serait peut-être le bon scénario, mais pourquoi pas 4005 sur un CAC et sur le S&P, parce qu'il y a une corrélation quand même toujours. Ce serait sur le S&P 1800. 1800 alors qu'on est repassé en dessous des 1007 en l'occurrence hier soir, 1690. Ouais. Donc 10%, je retiens ça, ce chiffre de potentiel de 10% supplémentaire sur le CAC 40 jusqu'à 4005. Oui, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est on irait les chercher avec quoi fondamentalement, Olivier, ces 4005 ? On irait les chercher avec quoi ? C'est sur une anticipation de scénario de reprise en Europe qui se finirait par se faire, par se reprendre un tout petit peu de substance. Alors ça va dépendre beaucoup des politiques économiques qui vont être entreprises. De ce côté-là, il faut que les virages qui sont déjà, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de se prendre, s'affirment un peu plus. Et dans ce sens, effectivement, il faut qu'il y ait ce côté du FMI il y a 2 jours qui dit les impôts, ça suffit. Il faut, ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Mais je pense que la France, de ce côté-là, a un gros effort à faire. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une reprise avec autant d'impôts, avec autant de prélèvements. Et si les prélèvements ne diminuent pas, en fait, ce scénario aura beaucoup de mal à se fabriquer. Et parce qu'on est en train de paralyser une possibilité de reprise. Donc il va falloir desserrer les prélèvements quelque part, parce que ça devient une absurdité. L'avantage, c'est qu'on est en Europe, il y a une certaine compétition entre les différentes zones, entre les différents pays. Et avec ce qui va se passer en Allemagne, les élections, c'est bien possible qu'après les élections, je ne serais pas surpris que l'Allemagne prenne un petit peu modèle, je dirais, entre guillemets,
bien sûr en regardant sa personnalité, mais un petit peu modèle sur ce qui se passe en Angleterre. En améliorant en dopant sa consommation intérieure, c'est ça en fait. En dopant sa consommation et en adoptant un pied quand même un peu plus souple, un peu plus flexible et un petit peu moins inquiet de la dette et de l'austérité, qu'il faut tout rembourser tout de suite, etc. Et en prenant un peu plus appui sur ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, il y aura un avant-après élection. C'est comme ça que ça va se jouer pour vous, c'est-à-dire que jusqu'aux élections, on va tenir le discours de rigueur qui est celui en vigueur depuis des années, et hop, au lendemain des élections, on lâche un peu la bride. C'est ça que vous nous dites finalement. Oui, moi je pense que c'est dans ce sens-là que le bon scénario se passerait. Le mauvais, c'est l'inverse, c'est qu'on reprend un sou est un sou, 1 euro de dette est 1 euro de dette, on veut rien savoir, il faut trouver l'argent où il manque, et donc dès qu'il y a de la dette, on va prélever plus d'impôts, un peu ce qui se passe chez nous, et plus on prélève d'impôts, plus en fait, moins on récolte. Et donc plus on s'enfonce dans le déficit, qui est une absurdité totale, parce que le problème c'est le chômage et c'est le manque d'activité économique. Et vous n'avez pas peur que si l'Allemagne commence à céder ne serait-ce qu'un pouce sur ce terrain-là, on assiste au retour de l'aléa moral que les Allemands combattent farouchement, qui du côté de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal où on sent que ça commence à craquer, enfin tous ces pays dans lesquels ça commence à craquer du point de vue social, jusqu'à la Grèce, dont on ne parle plus depuis quelques mois. Mais on regarde les chiffres, par exemple, on se rend compte que la quasi-totalité de l'aide que les Européens devaient verser dans le cadre du deuxième plan d'aide a été versée. Voilà, on n'aura a priori plus vraiment de moyens de pression sur la Grèce d'ici quelques mois pour le coup. Donc si les Allemands eux-mêmes s'y mettent, lâcher ne serait-ce que ça, est-ce que vous ne croyez pas que ce soit la porte ouverte à tous les débordements? Et moi j'ai le sentiment que c'est la porte ouverte au débordement, c'est que d'une part les États et les différentes économies doivent se restructurer fortement. Et ça, il y aura toujours une pression pour le faire et qui existera, mais que du point de vue, je dirais, monétaire, du point de vue budgétaire, quelque part, il reste... c'est la force des choses. C'est-à-dire que la force des choses fait que de toute façon, on est obligé... C'est le sens de l'histoire. On est obligé de lâcher. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Angleterre. Ce qui s'est passé hier au niveau de la Banque centrale anglaise me paraît très important. Cette définition d'objectif en disant, il y a un objectif, c'est le chômage tant que l'inflation ne monte pas. Mais je dirais que ça va ensemble, c'est-à-dire que s'il y a du chômage, a priori, il n'y a pas d'inflation. Donc, puisqu'on est sous des pressions qui sont déflationnistes. Donc, je dirais, c'est très bien de dire s'il y a de l'inflation, évidemment, on lèvera le pied parce que c'est vraiment, ça va plus du tout. Donc, on en fait trop et que ça sert à rien. Donc, on revient à la question de départ. Les marchés attendent un cap du côté de la zone euro qu'on n'a pas encore fondamentalement. Voilà. Absolument. Mais définir un cap, est-ce que c'est pas aussi se poser les questions douloureuses, notamment celles qui consistent à dire, voilà, on veut trouver une solution durable à cette crise de la zone euro. Va falloir aussi envisager de nouveaux effacements de dettes. Du côté de la Grèce, est-ce que c'est pas le prochain rendez-vous? Du côté du Portugal, je crois qu'ils doivent lever 10 à 15 milliards d'euros l'an prochain. On se demande déjà donc s'ils vont être capables de le faire. Voilà, est-ce que c'est pas aussi du côté-là qu'il faut regarder les choses en face finalement, quitte à se faire mal, quitte à faire mal à certains intervenants de marché, quitte à faire mal aux valeurs bancaires? Je pense que ça peut être un mélange entre, d'une part, effectivement, absorber en douceur, c'est-à-dire dans le temps, et amortir des chocs dans le temps, avec une certaine mesure, et c'est d'autre part, effectivement, quelque part, et je suis désolé de le dire, mais c'est quelque part toujours cette notion de, si nécessaire, émettre de la dette. Émettre de la dette. Et qui est-ce qui peut, face à ça, réagir? C'est toujours pareil, ce sont les banques centrales. C'est ce qu'a fait la Réserve fédérale, c'est ce que fait la Banque d'Angleterre, c'est ce que ne fait pas encore la BCE. La BCE, pour le moment, elle est très habile. Mario Draghi est quelqu'un d'extraordinairement habile avec les mots, etc., et très rassurant. Et c'est là où, après les élections allemandes, je ne serais pas étonné que la BCE soit plutôt à emboîter le pas de ce qui se passe, Réserve fédérale, Angleterre, etc. Et donc qu'on adopte cette notion que quand l'économie ne va pas assez bien, les banques centrales sont là pour faire leur boulot. Et que vice-versa, quand l'économie ira bien, eh bien à ce moment-là, on fera également de façon dosée marche arrière. Éventuellement, on réduira la dette. Mais avant de réduire la dette, on fait en sorte que l'économie crée de la richesse et qu'une fois qu'il y a suffisamment de richesse, à ce moment-là, on peut envisager de réduire la dette, mais pas l'inverse. C'est un petit peu comme une notion de chef d'entreprise par rapport au niveau de l'entreprise, au niveau des économies. À la limite, je préfère croire une entreprise qui a devant soi une croissance forte et à la limite lui prêter plus en tant que banquier que face à une entreprise qui me dit j'ai pas de plan devant moi, ça va mal, la seule chose que je vais faire c'est que de toute façon je vais rembourser la dette et de toute façon je vais me serrer et de toute façon je ne vais pas avoir de croissance et ça va aller mieux. Je suis désolé mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est impossible. Impossible. Donc vous attendez une méthode pour aller chercher ces quelques 10% de hausse sur le marché, ne serait-ce que sur le marché parisien.
grâce à l'Europe, grâce aux politiques, grâce aux entreprises aussi. Est-ce que vous pensez qu'elles vont être capables de nous délivrer des bonnes nouvelles au-delà de celles qu'elles ont, nous disent les marchés déjà délivrées, ne serait-ce que sur le deuxième trimestre finalement? Bah, je trouve que Ok, donc pour ceux qui veulent regarder en entier cette vidéo, assez intéressante, eh bien je vous laisse le lien sur le chat écrit. Voilà, donc avec ce point de vue optimiste sur le marché action, en tout cas, argumenté, de Olivier Angers, qui donne son avis également par rapport justement au paradoxe lié au contexte fondamental qui est pas top, même si ça se retrouve un petit peu en Europe, en tout cas c'est plus en chute libre. Voilà, donc assez intéressant. Autour de la croissance chinoise, donc ça on en avait entendu parler, il y avait un point qui était fait en direct du floor new-yorkais, on écoute New York Financial Press à ce sujet, dans une dépêche de même pas une minute en fait. L'import-export chinois a lancé cette journée du jeudi sur le marché des devises, des résultats plus qu'excellents pour la Chine après un début d'été plutôt compliqué. Au mois de juillet, les importations du pays asiatique ont progressé de 10,9%, les exportations de 5,1%. Toujours sur le continent asiatique, le Japon a lui vu sa banque nationale maintenir sa politique monétaire. Il n'y aura donc pas de nouveau versement de liquidités dans l'économie du pays. Du côté européen maintenant, la Grèce bat un triste record, celui de son plus haut taux de chômage, 27,6% pour le mois de mai, alors qu'en Allemagne, l'Allemagne, elle, rassurée avec un regain de son excédent commercial et de ses exportations, de quoi renforcer quelque peu l'euro ce jeudi après-midi, car aucune nouvelle n'est à déclarer du côté de la Réserve fédérale des États-Unis. Ici, l'euro qui s'échange actuellement contre 1,3387 $. Voilà donc le point réalisé par New York Financial Press. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Valeo peut m'intéresser. J'ai découvert une chaîne intéressante, tiens, je vais vous la faire partager. C'est Sicav Online, on va aller voir, il doit y avoir des choses intéressantes. Sicav Online. Voilà. Je vous mets le lien déjà sur le chat écrit. Plusieurs intervenants de qualité, donc notamment comment ça s'appelle Marc Toati. Après il y en a d'autres. Là je vois il y a Frédéric Bayol, directeur général d'AGEAS France, donc c'est Alain Regnault. Il y avait voilà, même des points de vue de personnes chez Rothschild, donc vraiment très bonne chaîne YouTube, je vous invite à consulter. Pourquoi le prix de l'immobilier ne baisse pas? Nikkei analyse technique, il y a 8 heures publié cette analyse, donc on va écouter ça tout de suite. Julien Nebenzal, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président du cabinet indépendant d'analyse technique Day by Day et nous allons parler d'un indice qui fait rêver en ce moment parce que son parcours est assez stupéfiant. C'est le Nikkei, l'indice japonais. Alors, le Nikkei a gagné 60% sur 12 mois glissants, mais vous le rappelez, c'est tout d'abord un indice qui était engagé, j'emploie le passé parce qu'on va voir que ça peut être changé, un indice qui était engagé dans une tendance baissière de très très long terme. Oui, le marché japonais en fait a fait son sommet à la fin des années 80, un peu en dessous de 40 000 points. Attention, 40 000 points, on est autour de 15 000 ou 14 000 points en ce moment. Et on voit bien sur le graphique, en fait, il n'a cessé de baisser depuis cette période. Donc c'est une profonde déflation de l'économie japonaise qui est répercutée à l'intérieur des prix de cet indice. Et puis la gestion, en fait, de l'épargne japonaise. Alors, on a eu une hausse très spectaculaire que vous avez rappelée, et cette hausse, on le voit sur le graphique, nous a permis
de tester puis de légèrement dépasser une ligne de résistance descendante qui passe par les 2 grands sommets sur 20 ans de ce marché. Et donc c'est une indication que le marché action est en train de sortir de cette tendance baissière. Tout n'est pas encore fait, mais en tout cas l'indication est extrêmement forte. Oui, parce qu'on pourrait avoir une fausse sortie par le haut, non? Alors oui, et puis on ne regardera pas cette sortie en tant que telle comme une indication d'achat de court terme, mais comme la capacité du marché à aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Auparavant, les reprises étaient toujours inférieures au sommet précédent, et on n'arrivait pas facilement à rompre une tendance. On a aussi une autre très bonne nouvelle du point de vue de l'analyse technique, c'est qu'avant la hausse récente, là, celle des tout derniers mois, eh bien, on a eu une longue phase de compression qui a duré 2 ans et demi. Et cette phase de compression, en fait, des cours vraiment dans un petit intervalle de prix. Et la gigue, c'est comme un ressort qu'on vient de libérer. C'est-à-dire que... Donc la compression, c'est quand les cours évoluent dans un canal assez étroit. Voilà, un canal étroit, donc comprimé, une compression. Et on voit qu'il y a une volonté de sortir qui ne réussit pas. Et tout d'un coup, ça sort. Donc comme un ressort qu'on a comprimé, la mécanique après est très très forte. Et on le voit là. Et ça, c'est quelque chose qui va soutenir le marché japonais pendant encore plusieurs trimestres. C'est-à-dire que la configuration technique est quand même extrêmement haussière pour les trimestres à venir, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les marchés européens, par exemple. Voilà, donc un point intéressant de Julien Nebenza. Il est 19h01, bien on va regarder une autre vidéo de cette chaîne qui est quand même très intéressante. Il y avait le CAC 40, l'Europe et le danger. Donc c'était Marc Toati justement qui nous parlait de cela. Alors Marc, récemment. Si vous estimez que les sujets qui préoccupent le marché ne sont pas vraiment inquiétants, est-ce que l'on peut s'attendre à une fin d'année en bourse plutôt sereine, voire même positive? Globalement, je pense qu'on a quand même mangé notre pain blanc d'un point de vue boursier aussi. C'est-à-dire que quand on voit le Dow Jones à plus de 15 000 points, moi j'avais un objectif de 15 500 points, ça paraissait fou il y a encore quelques mois. Bon, donc là on a quasiment atteint cet objectif. Je pense que ça va se calmer sur le CAC 40 aussi. J'ai un objectif à plus de 4100, 4200. Bon, il faut bien prendre conscience. Plutôt à 4100, hein? Oui, tout à fait. Bon, on va pas chipoter à 100 points près, surtout dans le contexte actuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, je pense que encore une fois, les drames ne vont pas venir de là où on les attend. On les attend en Chine ou aux États-Unis, ils vont pas venir de là. Ils vont venir de l'Europe. Encore une fois, je pense qu'à la rentrée, ma vraie crainte pour moi, c'est l'Europe, c'est la France. Puisque la France ne va pas respecter ses objectifs de déficit public. Et là, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Parce que quand les marchés s'attendent à quelque chose, que ce soit la Fed ou la Chine, quand ça se produit, finalement, c'est déjà dans les cours. Mais c'est quand quelque chose qu'on n'attend pas se produit, par exemple demain, une très forte augmentation des taux d'intérêt français. Vous l'annoncez depuis un moment. Tout à fait. Elle n'est pas là pour le moment. Alors oui, tout à fait. Elle n'est pas là parce que justement, on a une croissance mondiale qui est forte, parce que les États-Unis et les Chinois sont là. Donc on s'est focalisé sur ces points-là. Alors on n'avait pas le point en entier là. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va aller regarder les vidéos récentes. On va regarder encore une ou deux. Et on terminera là-dessus. Pourquoi les prix de l'immobilier ne baissent pas, ça peut nous intéresser directement. On va rester avec Marc Toati qui parlait de l'or cette fois. Alors dans une vidéo un peu plus longue peut-être. Non. Très court. Tiens. Les cours de l'or, on considère... Alors, par contre, c'est une chaîne qui propose que des vidéos très courtes, ça peut être intéressante. BNP Paribas, analyse technique. On va regarder sur quoi reposent leurs analyses techniques, on écoute ça tout de suite. Gérard Sagnier, bonjour. Vous êtes analyste technique chez Aurel BGC. Alors, on a grand plaisir à vous recevoir, Gérard. Vous étiez venu mi-avril et vous aviez eu le nez creux car vos recommandations sur le CAC 40, le S&P 500 et Renault se sont avérées particulièrement judicieuses. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un autre titre. Il s'agit de BNP Paribas. Pourquoi ça ? Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a un potentiel haussier court terme à mon avis sur la valeur, mais si on explique un petit peu le passé, la valeur a touché deux fois, une fois en janvier et une fois en mai, une ligne horizontale qu'on peut appeler maintenant une ligne de résistance double top à 46,20. Alors ce graphique, c'est un graphique depuis septembre 2012. 2013, oui, de septembre 2012 en données journalières. En données journalières. Et donc, vous nous pointez donc le premier sommet de janvier, le second de mai. Horizontal.
Et donc, on a une ligne de résistance horizontale qui passe par ces deux sommets, Et qu'on qui peut est appeler super importante. Qu'on peut appeler double top, c'est-à-dire en général, le plus souvent une configuration baissière. Ce qui s'est avéré être le cas. On a eu une baisse ensuite. Une baisse, un peu même supérieure au CAC de l'ordre de 13%. Mhm. On est allé trouver un support autour des 40. Oui. Et aujourd'hui, il y a deux signaux très importants qui me donnent la conviction d'être haussier à court terme. C'est premièrement, on a franchi la ligne de résistance de tous les points qui viennent justement joindre de ce dernier plus haut en mai, 46,20, et qui joint tous les points bas. On a cassé cette ligne de résistance Qui joint tous les points hauts. de tous les points hauts depuis le mai. Et ça, c'est une chose dans les signaux chartistes, c'est un événement, un signal extrêmement haussier lorsqu'on casse cette résistance. Donc cette résistance oblique, donc qui court du sommet de mai et qui passe par tous les points hauts établis durant la correction, eh bien cette résistance a été franchie. Alors, on a compris un point de vue haussier, mais c'est dommage, j'ai l'impression que cette chaîne YouTube, en fait, c'est que des accroches pour amener vers leur site. Donc, bon. Voilà, en tout cas, le site SICAV Online, je vous laisse le lien pour ceux qui s'intéressent. Alors, on va laisser sicavonline.fr, pas .com. On va aller regarder un dernier. Voilà, je vous ai mis le lien. Alors, est-ce que sur leur site, par contre, on a en entier les vidéos? Ah oui, d'accord. Non, en fait, c'est sur Dailymotion. Ah non, c'est que sur leur site qu'on les a en entier, d'accord. Bah, du coup, on va regarder en entier. Toiti, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Alors, vous êtes président du cabinet de recherche économique ACDFI et nous allons parler des deux thèmes majeurs qui animent les marchés financiers en ce moment, la Fed d'un côté et la Chine de l'autre. Alors commençons par la Fed. Le 22 mai, on sait, Ben Bernanke a indiqué que la Fed allait mettre un terme au quantitative easing. Il a balisé le chemin et puis il a fait un peu machine arrière depuis en disant mais attention les amis, la politique monétaire américaine va rester durablement accommodante. Alors on voit bien que les marchés réagissent extrêmement brutalement, violemment aux déclarations du banquier central américain. À quoi doit-on s'attendre dans les mois prochains? Est-ce que la Fed va réellement serrer la vis, fermer le robinet monétaire? Alors clairement, je pense que la Réserve fédérale américaine ne va pas resserrer sa politique dans les tout prochains mois. Hein, on le voit bien aujourd'hui que Ben Bernanke fait ce qu'on appelle en anglais un fine-tuning, c'est-à-dire un réglage fin, sachant que, ne l'oublions pas, la Réserve fédérale américaine a quand même pratiqué 3 phases de planche à billets, ce qui est énorme, des taux d'intérêt à 0 depuis 2008-2009. Ça, c'est pas durable. Alors voilà, mais malgré tout ça, il faut bien comprendre que l'inflation est très faible. On est entre 1,5 et 2%. Et que le taux de chômage est toujours élevé. On est autour des 7,5%. Donc tout ça pour dire que la Réserve fédérale n'a pas de raison objective de resserrer aujourd'hui son étreinte monétaire, mais il faut qu'elle pense à éviter ce qu'on appelle la surchauffe. Ça veut dire trop finalement de liquidité dans le système, et donc à partir de là, elle va progressivement, c'est ce qu'a fait Pour éviter les bulles. Voilà, pour éviter les bulles, éviter ce qu'on appelle une surchauffe. Donc elle va calmement préparer les marchés à un resserrement, mais attention. Oui, mais justement, le problème est là, c'est que les marchés boursiers, et notamment américains, mais pas que, oui, tout à fait. Les marchés ont mondiaux été sous perfusion monétaire ces dernières années et qu'ils s'y sont habitués. Ça va être dur de les sevrer. C'est vrai qu'il va falloir générer ce qu'on appelle une rupture. Alors la rupture est toujours difficile, on l'a vu dans la réaction des marchés dès qu'il y a la moindre crainte sur un resserrement monétaire. Mais bon, il ne faut pas dramatiser. On est sur des taux d'intérêt entre 0 et 0,25%. Si demain on passe sur un taux d'effet de fonds de la Fed donc à 0,5 voire à 1%, pas avant 2014, ne craignons rien, c'est pas dramatique. Dans le même temps, bon, on a cette planche à billets qui est là. Là Ils vont aussi, arrêter les achats d'actifs. Il faut arrêter ces achats parce que ça devient, on perd en crédibilité. On a un risque de ce qu'on appelle une trappe à liquidité. C'est-à-dire, un peu comme les Japonais, à force d'injecter des liquidités pour pas grand-chose, finalement, ça ne produit plus d'effet sur la croissance. Donc il faut que la Fed retrouve une marge de manœuvre, ce qu'elle est en train de faire progressivement. On voit surtout que l'économie américaine va mieux. Alors l'économie américaine va mieux, c'est pas encore l'euphorie, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a
des moteurs de croissance aujourd'hui aux États-Unis, ce qu'on n'a pas d'ailleurs en Europe. On a, alors bien sûr, les gaz de schiste qui font frémir le gouvernement français, je pense de façon erronée, mais enfin bon, toujours est-il que ça permet de donner de la croissance. Les Américains vont devenir autosuffisants d'un point de vue énergétique dès 2014. En 2017, ce sera la première puissance exportatrice de pétrole. Il y a la révolution automobile, le secteur automobile va mieux. Il y a le secteur immobilier qui lui aussi se porte beaucoup mieux. Les prix commencent même à flamber dans certains quartiers de Manhattan. Donc, il faut être aujourd'hui prudent. On a une économie américaine qui va mieux. Elle va avoir une croissance autour des 2 à 2,5%. C'est pas l'euphorie. Donc, ça ne sert plus à rien de maintenir des taux d'intérêt à 0%. Simplement, il faut préparer les marchés. Alors, je pense que ça va arriver en 2014. C'est vrai qu'en 2014, a priori, Ben Bernanke ne va pas être réélu président de la République renommé. Ça va se faire progressivement et donc on ne va pas partir dans le décor. Non, clairement, je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, je n'ai pas de crainte excessive sur les États-Unis. J'en ai beaucoup plus sur l'Europe, où là, justement, on n'a pas de moteur de croissance. Même si on sort un petit peu de récession, la récession est toujours là. On a un euro qui est trop fort. On a une pression fiscale qui est trop élevée. Donc les risques sont plus là. Vous évoquez l'euro, mais on reste sur le chapitre américain, justement. Est-ce qu'on peut jouer une réappréciation du dollar compte tenu du fait que la Réserve fédérale va sortir d'une façon ou d'une autre progressivement du quantitative easing? Je pense que c'est inévitable. Alors, d'ores et déjà, beaucoup annoncé il y a un an que l'euro allait remonter à 1,50 $ pour un euro. On est toujours à 1,30, voire des fois on baisse un petit peu en deçà. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut que, si on veut sauver la zone euro, que l'euro aille plutôt vers 1,15 $ pour un euro. Et les Américains sont prêts à accepter un tel niveau si et seulement si ils ont des garanties sur leur croissance. À partir du moment où la croissance est à 2,5 aux États-Unis, ce qui va être le cas en 2013 et 2014, alors là, les Américains préfèrent un euro à 1,15 qu'un euro à la parité avec le dollar. Donc là, bien entendu, c'est ce qui devrait se conforter pour 2014. C'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, c'est une bonne nouvelle également pour nous et tout le monde sera content. Les Américains pourront quand même exporter et avoir un dollar qui ne sera pas non plus trop faible. Et pour nous, Européens, on aura un euro normal. Alors, l'Europe n'est pas en ce moment la grande préoccupation des marchés boursiers. C'est plutôt la Chine qui les inquiète. On a un ralentissement assez patent de la croissance en Chine. Est-ce que la machine économique chinoise, qui a tiré la croissance mondiale ces dernières années, va caler ou pas? En fait, vous avez bien dit, aujourd'hui les marchés s'inquiètent moins de l'Europe parce que ça fait déjà 10 ans que la zone euro est la lanterne rouge de la croissance mondiale. Donc, que la zone euro soit là ou pas là, finalement, les marchés sont habitués. Même s'il peut y avoir encore des crises au Portugal, en Grèce, voire en France, ça on verra à la rentrée. Mais c'est vrai qu'en attendant, on se focalise sur les deux locomotives de la croissance mondiale, les États-Unis, donc on en parlait, et effectivement la Chine. Moi, je pense que là aussi, les craintes sont excessives sur la Chine pour une raison simple. La Chine, elle, veut éviter absolument la surchauffe parce qu'elle a peur de ne pas contrôler sa croissance, d'avoir des dérapages sociaux et des dérapages au niveau inflationniste. Donc, elle limite un petit peu cette croissance. Mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. On va être autour d'une croissance des 8,3% pour cette année et pour 2014. C'est quand même pas mal, sur une croissance mondiale. 7%. Pardon ? 7% en Chine. Même si on est à 7, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'on sera autour des 8, avec 8% de croissance mondiale. Ça veut dire que la contribution de la Chine à la croissance mondiale, 8% de croissance chinoise. Chinoise tout à fait, ça va être 1,2 points. Donc les Chinois vont apporter à eux seuls 1,2 points sur une croissance mondiale de 3,5. C'est quand même pas rien. Et puis, même si ça va plus loin... Vous estimez que la croissance mondiale va rester à 3,5%? Tout à fait, 3,5, c'est ma prévision pour 2013-2014, sachant qu'on a quand même, encore une fois, des bonnes nouvelles. Les prix des matières premières sont relativement sages. On a, dans le même temps, des révolutions technologiques qui se jouent un petit peu partout au niveau énergétique et autres. Et puis, parallèlement, faut quand même pas l'oublier, si on revient sur la Chine, même s'il y a un ralentissement plus fort que prévu, la Chine dispose de ce que j'appelle un airbag de 3300 milliards de dollars de réserves de change. Donc c'est quand même pas rien, c'est l'équivalent du PIB allemand en stock à la Banque centrale chinoise. Donc même si demain on a un ralentissement plus fort que prévu, on pourra utiliser, 300 milliards de dollars au bas mot, il restera encore 3000 milliards. Bon, faut être sérieux. La question, c'est pour en faire quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas surinvestir comme ils l'ont déjà fait. Certes, mais ils peuvent redistribuer. Je pense que là, la Chine connaît le problème de tous les pays émergents quand ils deviennent justement des pays développés, entre guillemets, même s'ils ne le sont pas encore, c'est la diffusion de la croissance. On a le même problème avec le Brésil, c'est qu'il y a une croissance qui est forte, qui profite à ce qu'on appelle une upper class, ça veut dire une classe aisée, mais on a du mal à redistribuer. Donc là, maintenant, effectivement, il faut fertiliser à l'ensemble de l'économie chinoise. Ça prendra du temps, c'est normal, mais je ne suis pas inquiet outre mesure sur la Chine. Alors Marc, si vous estimez que les sujets qui préoccupent le marché ne sont pas vraiment inquiétants, est-ce que l'on peut s'attendre à une fin d'année en bourse plutôt sereine,
voire même positive. Globalement, je pense qu'on a quand même mangé notre pain blanc d'un point de vue boursier aussi. C'est-à-dire que quand on voit le Dow Jones à plus de 15 000 points, moi j'avais un objectif de 15 500 points, ça paraissait fou il y a encore quelques mois. Bon, donc là on a quasiment atteint cet objectif. Je pense que ça va se calmer sur le CAC 40 aussi. J'ai un objectif à un peu plus de 4100, 4200. Bon, il faut bien prendre conscience. Plutôt à 4100. Hein. Oui, tout à fait. Bon, on va pas chipoter à 100 points près, surtout dans le contexte actuel, mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, je pense que, encore une fois, les drames ne vont pas venir de là où on les attend. On les attend en Chine ou aux États-Unis, ils vont pas venir de là. Ils vont venir de l'Europe. Encore une fois, je pense qu'à la rentrée, ma vraie crainte pour moi, c'est l'Europe, c'est la France. Puisque la France ne va pas respecter ses objectifs de déficit public. Et là, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Parce que quand les marchés s'attendent à quelque chose, que ce soit la Fed ou la Chine, quand ça se produit, finalement, c'est déjà dans les cours. Mais c'est quand quelque chose qu'on n'attend pas se produit, par exemple, demain, une très forte augmentation des taux d'intérêt français. Vous l'annoncez depuis un moment. Tout à fait. Elle n'est pas là pour le moment. Alors oui, tout à fait. Elle n'est pas là parce que justement, on a une croissance mondiale qui est forte, parce que les États-Unis et les Chinois sont là. Donc on s'est focalisé sur ces points-là et pas tellement sur l'Europe. À partir du moment où je pense que on va avoir donc des déficits publics qui sont beaucoup plus forts que prévu, notamment sur la France, là, il y aura une sanction, une dégradation peut-être forte effectivement de la dette publique française, et c'est là où les marchés vont réagir négativement. Donc c'est pourquoi je reste prudent. Je pense qu'il y aura toujours beaucoup de montagnes russes sur les marchés boursiers. Je vous l'ai dit, pour moi 15 500 sur le Dow Jones, 4 200 sur le CAC 40, c'est des niveaux d'équilibre. Vous disiez même qu'il fallait commencer à prendre ses bénéfices à partir de 3 700 points sur le CAC. Tout à fait, complètement, mais on voit bien qu'on y est revenu, on les a dépassés, on est revenu. Donc je pense que de ce point de vue-là, soit on aime les montagnes russes, et il faut y aller, il faut faire des allers-retours en permanence, et là, finalement, on aura de la chance de gagner. Soit on n'aime pas les montagnes russes, et il faut rester prudent de ce point de vue-là, et peut-être aujourd'hui, alors le problème c'est qu'il n'y a pas tellement de placements alternatifs, c'est tout le problème, à part même le livret A qui ramène plus grand-chose. Donc, et puis d'un autre côté, on est tellement fiscalisé en France qu'à quoi bon finalement prendre des risques parfois inutiles. Donc c'est un petit peu le bémol que je mets sur les marchés pour cette fin d'année. Franchement, je pense qu'il faut qu'on se revoie en septembre-octobre, une fois qu'on aura passé le cap du budget français de 2014. Si on arrive à le passer et qu'on arrive à gagner en crédibilité, alors là oui, on peut avoir un rallye de fin d'année. Sinon, il faut se préparer à des lendemains difficiles. Marc, merci. Merci Vincent, à bientôt. Voilà donc le point réalisé par Marc Toati en entier. 19h16, du coup on a fait un peu plus d'une heure d'émission, c'était bien, c'était un point intéressant. Je vous ai mis le lien vers le site SICAV Online. Alors, on conclut avec l'important, les positions et l'évolution de compte. Donc on a actuellement 8 positions en cours, je les précise. Donc je suis, et comme vous pouvez le suivre en cliquant sur les liens au-dessus et en dessous du cas de diffusion de l'émission, vendeur sur l'or, actuellement perdant de 99 €. Acheteur de VIX, actuellement perdant de 89 €. Je suis acheteur d'euros face au dollar canadien, actuellement perdant de 55 €, avec un swap négatif de 52 centimes. Je suis vendeur de dollars face à la livre turque, actuellement perdant de 33 €, avec un swap positif de 8,44 €. Je suis actuellement vendeur de Dow Jones, avec une perte actuelle de 29,83 €. C'est le graphique en 1 minute qu'on voit sur mon écran là. Je suis actuellement vendeur sur le Nikkei, donc c'est une position qu'on a déclenchée ce jour ensemble, on l'a vu tout à l'heure en début d'émission, avec une perte en cours de 10,64 €. Je suis actuellement vendeur de dollar yen avec un gain en cours de 36,54 €, un swap négatif de 9 centimes. Et je suis acheteur de câbles, donc de livre sterling face au dollar américain, avec un gain en cours de 45,39 € et un swap positif de 16 centimes. Donc le reste que l'on voit, la position en attente, en fait, c'est les clôtures d'un tiers à chaque fois. Donc ça, c'est pas à prendre en compte, c'est plutôt des stop-loss que des ordres en attente, même s'ils sont présentés comme tels. Donc l'équité s'élève actuellement à 10 289,55 €, soit une progression de 2,9% là actuellement par rapport au capital de départ du 24 juin. Voilà, donc on va essayer de continuer à travailler sérieusement, à gérer nos positions. Vous pouvez suivre à tout moment ces résultats sur MyFixBook. Alors Mips qui disait le PIFTech 8 a fait du petit travail gagnant. Donc je crois que ça c'est les experts d'ailleurs qui sont proposés sur le site FX Pro là, parce qu'en ce moment ils classent ils proposent les meilleurs experts advisors à leurs clients. Et donc apparemment ça vient passer pour Mips ce jour. On va aller voir ce qu'il a pris comme position. Ouais, il a pris 40 points sur l'eurodoll et 10 points. 10,60 points. Donc sur les trades qu'on a eu à 7h et 1h17. Donc des bons petits gains ce jour. Bravo à toi, Mips. Ok, bah sur ce c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à faire le bilan de vos journées sur le chat écrit. Et je vous retrouve demain 18h pour une nouvelle session de trading. En attendant, je vais continuer
à travailler sur le site. Je bosse énormément pour préparer la rentrée. La rentrée va être vraiment intéressante avec de nombreux projets en cours sur videobourse.fr. Ciao! Moi j'y vais, bonne soirée à vous, à bientôt. Et donc ouais, Mips, là ce que tu donnais là sur le Mumble, c'est PIFTech 8, c'est en fait le robot qui présente sur FX Pro, c'est ça? Oui. Ok. Il fait enfin, vu mon compte, il fait des petits trucs, mais c'est pas perdant, quoi, voilà. D'accord, ok. Donc pour toi c'est intéressant ce robot, ça vaut le coup de s'y pencher. Je pense que ça, en fait, il va toujours dans le bon sens, c'est déjà ça. C'est déjà bien parce que souvent, il y en a qui vont dans le sens opposé, etc. Dans tous les cas, il va aller dans la bonne direction. Donc c'est plutôt rare pour un robot. Ok, merci. Bon, j'y vais, bonne De rien. soirée. Ciao Fab. Je vous ai mis le lien vers le suivi du compte. Et donc PIFTech 8, vous pouvez chercher, vous le trouvez facilement, je vous laisse le lien. Voilà, on le trouve sur Hexagone, pour ceux que ça intéresse.